Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, moi, je suis très content d'être là pour vous parler du CNRS, mais parler aussi un petit peu d'astronomie. Moi, je ne suis pas astronome, je suis informaticien, nul n'est parfait. Mais vous verrez, on va en reparler, que l'informatique et l'astronomie ont des choses à se dire, très clairement. Et donc, on m'a dit, l'exercice, c'est de se livrer à un jeu. Ça va être quoi le CNRS dans 20 ans? Alors, je vais vous en reparler, mais d'abord, je vais vous dire quand même quelques mots de ce qu'est le CNRS aujourd'hui, et peut-être commencer par les 80 ans du CNRS. Donc, le CNRS a été créé en 1939, et il a même été créé une date précise qui est le 19 octobre 1939. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui sont férus d'histoire, vous dites, mais c'est 3 semaines après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, ce qui est vrai. Donc, on peut se dire, c'est quand même bizarre, est-ce qu'à cette époque, ils n'avaient pas autre chose à faire que de créer le Centre national de la recherche scientifique? Eh bien, en fait, non, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est un travail qui avait démarré, un travail de réflexion qui avait démarré en 1936 sous l'impulsion de Jean Perrin, qui était prix Nobel de physique, et de Jean Zay, qui était un jeune ministre de l'Éducation, tous les deux au Panthéon, pas très loin d'ici maintenant. Et puis surtout, et je trouve que c'est un message intéressant, on s'est dit à l'époque, les gens se sont dit, mais pour aborder le conflit qui était devant eux, il fallait s'appuyer sur toutes les forces françaises et que la recherche faisait partie de ces forces. Et aujourd'hui, on est dans un contexte qui est évidemment moins dramatique, mais je crois que c'est important de se rappeler que la recherche française fait partie des grands atouts de notre pays et que peut-être il faut s'appuyer plus dessus qu'on ne le fait. J'y reviendrai. Alors, on a eu une discussion de savoir qui, entre l'IAP et le CNRS, avait été créé le premier. Et puis finalement, donc je crois que c'est quand même, ça m'ennuie de le dire, mais c'est quand même un peu l'IAP. Mais de toute façon, il n'y a pas photo, parce que là, on discute de jours ou de mois, et on va rendre hommage à Sorbonne Université, créateur de Futur depuis 1257. Donc là, il n'y a pas de sujet, on n'est pas à une ou deux années près. Et donc, je voulais, par ce petit clin d'œil, rendre aussi hommage à Sorbonne Université, qui est une des deux tutelles de l'IAP avec le CNRS. Donc, le CNRS, aujourd'hui, on est présent dans l'ensemble des champs de la connaissance. Le CNRS est organisé en 10 instituts. Je vais revenir pour vous donner quelques chiffres. Le CNRS, c'est plus de 33 000 employés, c'est un budget de 3,4 milliards, c'est plus de 1000 laboratoires. Dans ces laboratoires, on a des gens à la fois des universités, des grandes écoles, des organismes de recherche. Tout ça, ça fait 120 000 personnes, plus de 30 000 doctorants. Donc c'est très très gros et on a cette particularité, comme je l'ai dit, qu'on couvre tous les champs de la connaissance. Donc vous voyez là la liste des 10 instituts. Donc on a de la physique des particules, des sciences de l'univers, des sciences humaines et sociales, des maths, de l'informatique, de la chimie, des systèmes. Et il y a parmi ces instituts l'INSU, sur lequel je vais dire évidemment un mot particulier, puisque l'INSU est l'institut de rattachement de l'IAP. Donc l'INSU se présente comme la tête de pont de la France dans les sciences de l'univers. Elle est présente dans grands objectifs ont été définis encore une fois dans le cadre d'un contexte européen. Et vous voyez, c'est des questions que vous allez aborder durant toute cette nuit. Et je vous prie à l'avance de m'excuser, je ne resterai pas toute la nuit parce que j'ai d'autres 80 ans à fêter. Je suis désolé. Et vous voyez les grandes questions qui sont posées, qui sont absolument fascinantes, qui rejoignent ce qui a été dit dans le petit film. Et donc vous verrez que même si depuis 2000 on a fait des progrès absolument extraordinaires, bien entendu, on a encore beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Et je disais que donc, la France était un des leaders mondiaux de l'astronomie. Vous avez là quelques chiffres qui vous démontrent ça. L'astronomie, c'est beaucoup d'expériences, beaucoup d'aventures, donc à la fois des aventures au sol, là vous avez quelques exemples, dont le fameux Virgo à droite, où les ondes gravitationnelles ont été détectées il y a maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça, ou 2 ans. 4 ans déjà 4 ans. Alors 4 ans,
Je n'étais pas là, c'est pour ça. 4 ans, pardon. Bien sûr aussi des aventures dans l'espace. Et vous avez entendu parler de InSight qui est arrivé sur Mars, et il y a d'autres expériences. Ce qui est aussi extrêmement important, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'informatique, c'est le fait que les aventures majeures numériques en cours sont absolument essentielles, avec par exemple ce qu'on appelle la galaxie des antennes, qui sont, alors je ne suis pas spécialiste, mais je fais 2 galaxies qui sont un peu entremêlées et qui vont, méfiez-vous, fusionner dans 400 millions d'années, c'est ça? Donc demain. Donc on ne sait pas bien ce qui va se passer. Et bien sûr des modèles numériques extrêmement importants. Ce qui est aussi essentiel, on y reviendra, c'est le fait que, y compris dans un domaine comme l'astronomie, on a besoin beaucoup d'interactions, beaucoup d'interdisciplinarité. L'INSU aujourd'hui travaille avec l'ensemble, ou presque, des autres instituts du CNRS, mais il travaille aussi avec des partenaires dont vous avez forcément entendu parler, le CEA, le CNES, bien sûr l'Observatoire de la Côte d'Azur. On évoquait tout à l'heure l'idée que, pas l'idée, le fait que l'IAP a été créé en même temps que l'Observatoire de la Côte d'Azur, avec, je parle sous le contrôle des spécialistes. D'autres-Provence, pardon, d'autres-Provence. Pardon, d'autres-Provence. Et vous voyez aussi que dans les partenaires, il y a INRIA qui fait des maths et de l'informatique, donc on rejoint ça, et puis bien sûr les universités. Et le futur de l'astronomie, la notion des données va être absolument hallucinante. Vous avez là un projet qui s'appelle SKA, ce qui veut dire Square Kilometer Array, qui va être une grande antenne d'1 km carré. Et vous voyez la production de SKA dans sa phase 1. Donc vous voyez qu'il est prévu que par année, SKA produise 300 pétabytes de données. Et vous avez des points de comparaison actuels, c'est-à-dire que Facebook, c'est que, entre guillemets, aujourd'hui, 180 pétabytes. Et Google, c'est à peine une centaine de recherches. Voilà, donc ça vous donne un petit paysage de l'astronomie. Je vais maintenant revenir sur qui étaient les questions initiales. C'est et le CNRS dans 20 ans. Et je me suis dit que c'était une question difficile, surtout pour un samedi, et qu'on allait commencer par une question plus facile, c'est mais le CNRS il y a 20 ans. C'est plus facile, bien sûr. Vous êtes convaincu que c'est plus facile. Alors je voudrais vous poser 6 questions. Puisque c'était facile il y a 20 ans. C'est l'INSU. Est-ce que ça existait il y a 20 ans? Deuxième question, qui était, ça c'est plus dur, c'est pour les spécialistes. À l'époque, au CNRS, il n'y avait pas un PDG, il y avait une DG et un président. L'Agence nationale de la recherche, est-ce que ça existait? Google, ça existait? Facebook, ça existait? Le PCRDT européen, ça existait? Alors, première question, l'INSU. Oui, 85. 85. Deuxième question, plus dure. Qui était la directrice générale du CNRS et le président du CNRS il y a 20 ans, en 99? Catherine Brechignac, Édouard Brezin. Trop fort. L'Agence nationale de la recherche, celles et ceux d'entre vous qui sont chercheurs ont entendu parler? Non, création 2005. Google. Ah merde, merde. Ah, j'ai raté, pardon. Ah, j'ai oublié de l'effacer, ça c'est pas bien. Google, pardon. Fallait pas. Donc vous avez lu. Donc c'est oui, oui de peu. Hein. Google, c'est 1998. C'est-à-dire, tous ceux d'entre vous là qui ne sont pas beaucoup plus vieux que 20 ans, il y en a quelques-uns. Il y a quand vous étiez petit, ça n'existait pas. Alors, Facebook? Non, Facebook, vous avez dû le voir écrit aussi, mais c'est 2004. D'accord? 2004, Facebook, là, je ne sais plus si je l'ai écrit. Oui, hop, Facebook 2004. Donc ça veut dire qu'en 1999, les gens auxquels on demandait comment ça va se passer dans 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient prévu Facebook. Même aucun. D'accord? Et quand vous voyez le rôle qu'a Facebook aujourd'hui, c'est égal. Et puis, un truc facile pour les initiés, là, le PCRDT, oui, c'était le 5e, c'était déjà le 5e. Donc, vous voyez que sur ces réponses, là, vous n'auriez pas eu tout juste. Il faut être d'une grande prudence sur comment ça sera le CNRS et son contexte dans 20 ans.
On fêtera nos 100 ans, c'est la seule chose, mais quand même, j'ai quand même essayé, puisque c'est le but du jeu. Et le premier point, donc alors je ne sais pas si c'est comment je vois le CNRS dans 20 ans, ou comment je souhaiterais que le CNRS soit dans 20 ans. Enfin, on ne sait pas très bien la différence, finalement. La première chose qui me semble absolument essentielle, c'est le contexte général. Moi, j'espère que dans 20 ans, on aura une France qui croit vraiment au fait que la science, ça soit important. Alors vous allez me dire, tout le monde est convaincu que la science est importante, bien sûr. Mais j'aime beaucoup la formule, l'amour c'est bien, les preuves d'amour c'est mieux. Et donc on a besoin de preuves d'amour, la communauté scientifique a besoin de preuves d'amour. Et il y a une preuve qui est très matérielle, donc l'amour n'est pas que matériel, mais quand même, c'est de savoir combien on dépense dans notre pays, ce qui s'appelle les dépenses de recherche et de développement. Et aujourd'hui, on est en retard. On compare, souvent on mesure la dépense en termes de pourcentage du PIB. Il faut savoir que la France dépense aujourd'hui à peu près 2,2% de son PIB en recherche et développement, alors que nos amis allemands vont atteindre les 3%. Et je ne vous parle même pas de la Corée du Sud et d'Israël qui sont au-delà de 4%. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on remette de l'argent dans la machine. Et ce que j'espère, c'est pas que tout n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question d'argent. Et je pense que si en 2029 ou 2039, on veut avoir un système performant avec un CNRS performant, c'est certainement un contexte général qui est essentiel. J'espère aussi qu'on aura un CNRS qui sera encore plus en capacité à contribuer aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques et industriels. Et je dis encore plus parce que là, vous avez la liste, c'est quasiment un scoop, des 6 grands défis que nous allons proposer dans le contrat d'objectifs et de performance que nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas Jacques, et qui sont des défis auxquels le CNRS et de manière générale la recherche française a l'ambition de contribuer. On n'a pas la prétention de dire le réchauffement climatique ou le changement climatique ou la transition énergétique, grâce à nous, tout va être résolu. Et je pense que c'est important qu'on montre qu'il y a un certain nombre de grands enjeux sociaux, économiques, industriels, auxquels la recherche a l'ambition de contribuer. Et donc vous avez là la liste des 6 grands enjeux que nous avons définis pour les 5 années à venir. Et pour s'attaquer à ces enjeux, vous voyez qu'on doit développer des coopérations pluridisciplinaires. C'est absolument essentiel. Les questions qui se posent là ne sont pas des questions de chimie ou des questions de biologie ou des questions de maths ou des questions d'astronomie. On a besoin de compétences multiples, y compris des sciences humaines et sociales, qui sont absolument essentielles et qui sont une des forces du CNRS. Et puis, bien sûr, ce que j'espère, c'est qu'on aura un CNRS qui continuera à être attractif au niveau international. Ça, c'est absolument essentiel. La recherche, notre terrain de jeu, c'est le monde. Il faut qu'on continue à avoir les moyens d'attirer les meilleurs chercheurs et les meilleures chercheuses du monde entier. En ce qui concerne les évolutions scientifiques, j'en mentionnerai que 2, parce que c'est un exercice compliqué. Je pense que chaque champ va évoluer, mais que 2 qui, pour moi, sont transverses et vont jouer un rôle important. C'est tout ce qui a trait au big data et à l'IA. On en a parlé déjà tout à l'heure. Et je pense que ce sont des domaines, c'est un peu comme Facebook. C'est-à-dire qu'en 99, on ne prévoyait pas Facebook. Je pense qu'aujourd'hui, on ne prévoit pas réellement quel va être l'impact des nouvelles techniques dans l'ensemble des sciences. Et on ne le prévoit pas, donc comme on ne le prévoit pas, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, si ce n'est qu'il faut absolument qu'on croise les compétences et qu'il y a vraisemblablement des choses qui vont émerger de façon absolument extraordinaire. Pour le quantique, c'est moins mûr, mais il y a quand même un mouvement général qui fait qu'il y a des choses. Et quand on parle du quantique, ce n'est pas que l'ordinateur quantique, qui est une espèce de chimère dont on ne sait pas très bien si on la verra un jour, mais il ne faut pas que vous croyiez que le quantique se limite à l'ordinateur quantique. Il y a plein de physique quantique, de mécanique quantique qui peuvent avoir des applications tout à fait. Les partenariats, là encore, je pense que moi, je crois beaucoup à la science comme un vecteur de diplomatie. Je crois à la science comme un vecteur de paix aussi. Et je crois qu'un point qui est essentiel, c'est qu'on continue à favoriser, et plus encore qu'aujourd'hui, la circulation des étudiants et des chercheurs et des chercheuses. On le fait déjà beaucoup. Si je prends le seul CNRS, 30% des chercheurs que nous recrutons chaque année sont non français.
50% de nos doctorants, je crois qu'on est à 70 ou 75% de nos postdocs, mais je pense qu'il faut encore faciliter plus encore cette circulation. Je crois qu'il y a un continent avec lequel il faut qu'on apprenne à travailler, et c'est heureux, c'est l'Afrique. L'Afrique est en train de se développer aussi d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de grandes universités africaines, un peu en Afrique du Sud, mais par contre, il y a des individualités de grands talents. Et je suis convaincu, moi, que dans 20 ans, on aura une Afrique qui est forte, et je pense que ça serait à notre honneur à les accompagner dans ce développement. Et puis, bien sûr, pour finir par une note franco-française, vous savez qu'il y a une politique depuis une dizaine d'années de faire monter en puissance les universités. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut probablement qu'on travaille mieux encore à la complémentarité entre les universités et le CNRS, et plus généralement les organismes. Et pour finir et pour conclure, finalement, je crois que ce qui fait la force du CNRS, c'est précisément qu'il existe depuis 80 ans, et que donc on dit parfois que le CNRS c'est le vaisseau amiral de la recherche française. Un vaisseau amiral, ça ne se conduit pas comme un Zodiac, donc c'est pas en essayant de mettre un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite qu'on va faire fonctionner correctement le CNRS. Et de mon point de vue, 20 ans, c'est demain dans le domaine de la recherche, et je ne crois pas du tout qu'il faille s'inscrire dans une logique de rupture, mais plutôt de continuité. Et qui dit continuité ne dit pas qu'il n'y a pas évolution, bien sûr, mais c'est plutôt comme ça, moi, que je vois le CNRS dans une vingtaine d'années. C'est une évolution naturelle de ce qu'il est aujourd'hui. Et bien entendu, peut-être que je me trompe, parce que je n'avais pas plus prévu Facebook que les gens, il y a 20 ans, l'avaient prévu. Mais je crois néanmoins que dans le domaine de la recherche, on est plutôt dans une logique de continuité. Et là, vous avez le logo qu'on a choisi pour nos 80 ans, avec un motto qui nous a semblé important, qui était de dire que depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes. Je crois que c'est important de rappeler qu'il y a des connaissances, mais que ces connaissances, il faut bien sûr les enrichir, et que ces connaissances, elles permettent de bâtir non pas un nouveau monde, parce qu'il n'appartient pas aux scientifiques de bâtir un nouveau monde, mais il appartient à la société de s'emparer de ces connaissances et de bâtir des mondes, parce qu'il peut y avoir des mondes différents selon les domaines, les mondes dans lesquels nous avons envie d'évoluer, l'ensemble de la population. Et c'est ce qu'on fait depuis 80 ans, et je pense que c'est ce qu'on continuera à faire dans les 20 prochaines années, et j'espère au-delà. Et je suis pour ma part convaincu qu'on a besoin d'un CNRS fort, qu'on a un CNRS qui est fort, on a un CNRS qui est reconnu à l'international. C'est une force, je pense, de la France que d'avoir le CNRS. Ce CNRS, il s'est construit depuis 80 ans, chacun y a apporté sa petite pierre, c'est ce qui fait aussi la force de cette institution. Et je suis convaincu qu'on aura encore besoin d'un tel CNRS, encore plus fort dans les 20 prochaines années. Voilà, c'est comme ça que j'imagine le CNRS. J'espère avoir un peu juste, mais au fond, comme dans tout exercice de ce style, j'en sais rien. Merci beaucoup.